Non, Luna, elle t'a adopté, je pense. Je pense qu'elle sait que j'aime les chiens. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on a Luna comme co-animatrice parce que tu es sur mon podcast cette semaine. Bienvenue sur notre podcast Very Moi, Sylvie Bourbonnière. Merci beaucoup de m'accueillir. Bien contente que tu sois là. C'est-tu ton premier podcast? Je pense que oui. Parce que tu fais beaucoup d'entrevues, toi, quand même. Je fais des entrevues, mais j'en ai fait, je pense, un jusqu'à maintenant. OK. Bon, mais le premier avec un toutou à mes pieds. Ça, c'est très drôle. Eh bien, pour le podcast, je dis tout le temps que j'invite des gens qui ont jalonné mon parcours, qui ont des parcours intéressants. Puis, on a collaboré ensemble, Sylvie, sur plusieurs années parce que j'ai travaillé avec toi sur des projets pour la Fondation Le Chaînon où tu étais aussi directrice générale. Oui. Et puis maintenant, ton parcours a changé depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Et là, moi, je veux savoir davantage. C'est pas pour rien qu'on a Luna aujourd'hui. C'est parce que tu es maintenant directrice générale de la SPCA. Oui. Félicitations d'abord. Merci. C'est un changement. Là, ça fait quand même quelques semaines que j'y suis. C'est un changement, direction générale vers une autre direction générale, mais c'est drôle parce que je pensais pas qu'il allait y avoir autant de liens. Les gens qui me connaissent savent que j'adore les animaux. Depuis toujours, c'est une cause qui est chère à mon cœur. Mais on parle de travailler avec une population, animale, qui est mal en point, démunie, maltraitée parfois. Puis, tu sais, si je compare avec ce qui se vivait au Chaînon, on était aussi avec une population, mais là, humaine, parfois maltraitée, qui vivait des difficultés, donc des clientèles humaines et animales qui sont similaires. Puis, on travaille avec des intervenants canins, mais on a travaillé avec des intervenantes pour les résidentes à la Fondation. Fait que je découvre beaucoup de similitudes dans ce qu'on fait. Donc, je me sens pas complètement perdue. C'est ça, tu as des points de repère quand même. Exact, oui. Alors, d'emblée, là, Sylvie, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te consacrer autant de temps et d'énergie à des causes? Parce que tu as choisi de participer à des causes sociales à titre de leader, finalement. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ces causes-là en premier lieu? J'ai eu tout un autre parcours. J'ai comme eu 2 carrières, là, même plus que 2. Mais une partie de ma carrière était plutôt dans le domaine des communications, marketing. J'ai travaillé en mode aussi, donc tout ce qui touchait là, à la gestion. Pour ça que tu étais toujours à boutique en ligne. Oui, gestion d'image de marque, des trucs comme ça. Tu sais, j'ai travaillé pendant de nombreuses années jusqu'à un moment donné où je pense que c'est la fin de la quarantaine, j'étais un peu en remise en question sur le sens aussi de ce qu'on fait, parce qu'on passe tellement d'heures, de journées, de temps dans notre milieu de travail. Et puis je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire pour les années qui me restaient à la fin de la quarantaine? Donc, l'entreprise pour laquelle je travaillais comportait à peu près une quinzaine de marques. La marque que moi, je représentais allait très, très bien. Les autres, moins. Ce qui a entraîné l'entreprise globalement vers la faillite. D'accord. Donc, je me suis retrouvée sans emploi. Puis c'est là que je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire vraiment? J'ai consulté une conseillère en orientation qui m'a dit, pourquoi tu ferais pas de la philanthropie? Puis là, je me suis dit, la philanthropie, je pensais dans ma tête que tout le monde était bénévole. Écoute, j'y avais même pas réfléchi. Fait que j'ai dit, je peux vraiment gagner ma vie à faire ça. Puis elle m'a dit, oui. Fait que là, j'ai commencé à explorer et je suis retournée aux études à 48 ans en philanthropie à l'Université de Montréal. OK. Et c'est là que... Il retournait à l'école, sur les bancs d'école? Écoute, j'étais la madame dans les cours. Ah non! C'est bon, bravo! Écoute, ça a été... c'est ça, donc... J'ai vraiment découvert un nouveau monde et puis, mais sans le savoir, j'en faisais déjà de la philanthropie parce que j'ai été bénévole pour plein de causes. J'ai été écoutante sur des lignes d'écoute. Je me suis impliquée dans toutes sortes de causes tout au long de ma vie. Puis j'ai même fondé un petit organisme culturel, je savais pas. Un ensemble vocal jazz de femmes, qui existe depuis maintenant 20 ans. Fait que je faisais déjà comme de la philanthropie, malgré toi, mais je le savais pas. Puis là, en poursuivant mes études
là, j'ai vraiment compris tout ce que ça voulait dire, tu sais. Je m'y étais pas attardée avant, puis là, ben, j'ai plongé là-dedans avec beaucoup de bonheur. Puis, j'ai commencé à travailler ensuite pour des organismes, comme dans des postes de direction, puis après, ben, des postes de direction générale. Puis, là, est-ce que tu as choisi le chaînon en premier comme cause? Ou, le chaînon qui m'a choisi. C'est drôle parce que à plusieurs reprises tout au long de ma carrière, c'est vraiment des approches de firmes de recrutement ou des chasseurs de tête qui m'ont fait changer d'emploi. Bon, j'ai pas dit oui à tout, là. Dans mon domaine, j'avais beaucoup d'offres, mais avant ça, je dirigeais une fondation dans le milieu scolaire, dans un collège bien connu. Et puis après, quand le chaînon m'a approché, là, je ne pouvais pas dire non. C'était impossible, la cause. Il faut que la cause me parle, il faut que la cause me transporte, me motive, parce que comme direction générale, on doit essayer de créer cette adhésion à la cause. Fait que sinon, on n'est pas motivé, là, on peut pas aller moi, chercher, je t'ai vu sur le terrain, j'ai vu comment tu étais impliqué aussi. C'est presque du 7 jours sur 7. Je veux dire, il y a toujours un retournement de situation. Il y a un événement. Écoute, il y en a tous des événements pour la Fondation. Donc, je t'ai vu à l'œuvre. J'ai vu aussi ton style de leadership au chaînon. Puis pour les gens qui ne connaissent pas, j'aimerais ça que tu nous en parles, parce que je ne sais pas si après ça, tu vas apporter ce style-là à la SPCA ou tu as décidé de faire un changement. C'est difficile de changer son style de leadership quand ça fait des années qu'on agit d'une certaine façon, puis ça semble fonctionner. Je te dirais, j'ai un style de leadership qui est plutôt, je vais dire, bienveillant et exigeant. C'est-à-dire que... Moi, j'allais dire positif, mais bienveillant, c'est vraiment le bon mot. Ben, je pense aussi, parce que je crois beaucoup aux ressources humaines. Je crois que les employés d'une organisation, surtout dans les organisations où les gens parfois acceptent des salaires un petit peu moins élevés, où les gens vivent des choses, tu sais, on parle de femmes en difficulté, ben, qui vivent plein d'enjeux, côtoyer ces difficultés-là. Même chose à la SPCA, on voit des animaux qui sont maltraités, ou puis c'est dur moralement. Donc, il faut accompagner les équipes. Puis moi, je pense que on est là pour offrir des services de soins, soit à la population humaine ou animale, mais il faut commencer entre nous, il faut être bienveillant, il faut être... Parce qu'il y a des sujets un peu plus... Parce que moi, j'étais à la Fondation, là, puis j'ai été dans les meetings où je me disais, ça passera jamais. Puis là, Sylvie t'a dit quelque chose, puis comme, ils ont accepté. OK. Puis il y a personne, tu sais, comme... C'est un bas, tu sais, l'effet de mouvement aussi, puis l'espèce de bienveillance dont tu parles. Moi, je l'ai vu, puis dans ma tête, je me disais, ça passera pas, ça. Ben, comme ça, c'est dans ma petite poche, là. Ben, je pense que, tu sais, puis des fois, le mot bienveillance est peut-être un peu galvaudé, là, mais quand c'est sincère, puis ça part, tu sais, d'une place où tout ça, c'est vrai, les gens, ils le sentent, puis quand après, on a des demandes où on a... parce que j'ai dit bienveillante, j'ai dit exigeante quand même, oui. Parce que j'ai des attentes qui sont élevées, parce que je les ai envers moi-même, je les ai envers mes équipes, mais quand ça se fait avec, je sais pas, respect, équité, écoute, ouverture, ben ça passe mieux, puis je crois que les gens savent que je peux aussi mettre la main à la pâte, que je suis là pour les équipes, donc... c'est ça. À date, ça m'a bien servi. Je t'ai vu dans tous nos événements, en tout cas, quand j'étais à la Fondation, au magasin, le chaînon. Mais là, tu étais à la Fondation, tu as poursuivi à la SPCA, mais c'est quoi qui t'a envie de poursuivre ton implication ailleurs, vers une autre cause? Les gens qui me connaissent le savent que, j'ai toujours dit, au Québec, il n'y a pas beaucoup d'organismes d'envergure qui travaillent sur le bien-être animal, la défense des droits des animaux. La SPCA, c'est le plus important au Québec. Puis j'ai toujours dit à ma famille, vous savez, si un jour la SPCA m'approche, ça fait presque impossible de dire non, là. Donc, à l'automne, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, les planètes se sont alignées. J'ai eu 3 offres, 3 contrats sur la table, puis il fallait que je choisisse. Okay. Puis, en fait, j'en ai eu 2. Quand je réfléchissais sur le deuxième, il y en a un que j'ai décliné, le deuxième, j'hésitais. Et là, la firme de chasseurs de tête m'ont avisé qu'il y avait une 3e offre, puis que la 3e offre, c'était pour la SPCA, mais là... les 2 autres. Les 2 autres étaient plus considérés, là. Puis ton rôle à la SPCA, ça comporte bien sûr de participer à la mission, mais quelle est-elle?
Bien, la mission, c'est vraiment une mission... En fait, on connaît pas tous les services que la SPCA offre. Même moi, avant d'y arriver, je me disais c'est un refuge pour chiens et chats. C'est à peu près comme ça que je le voyais, puis les gens peuvent venir adopter, mais j'ai découvert un éventail de services incroyables. Il y a un bureau des enquêtes où on a des enquêteurs qui ont un pouvoir policier, c'est-à-dire que pour tout ce qui touche à la cruauté envers les animaux, bien, on peut appliquer le code criminel. Donc, on a ce pouvoir-là. Là, celui qui dirige le bureau des enquêtes, c'est un ancien policier, enquêteur, puis son équipe est formée pour pouvoir appliquer ces règles-là. On a un volet qui est défense des droits des animaux. Donc, ce volet-là, c'est dirigé par une avocate. Et puis, tout ce qui est représentation politique, défense des droits des animaux de compagnie, mais surtout aussi, pas surtout, les animaux d'élevage, toutes les questions qui... en fait, c'est vraiment un rôle de représentation, de lobbying, de défense, de représentation auprès des différents pouvoirs gouvernementaux. On a un volet... qui est une clinique, je dirais, communautaire, donc une clinique qui offre des services, on sait comment ça coûte cher, les services de vétérinaire, bien, pour certaines personnes, c'est pas possible, puis ça peut aussi faire en sorte que des gens abandonnent leur animal parce qu'ils sont pas capables de défrayer les coûts d'une opération ou de quelque chose qui survient, là, qui est plus que l'habituel nourriture puis soins de base, là. Donc, cette clinique-là permet à des gens de garder leur animal plus longtemps. Et puis, on a de la sensibilisation dans les écoles. Il y a plein de services. Évidemment, le refuge, mais il y a tout un éventail que moi, je ne connaissais pas depuis que j'ai découvert en arrivant là. Puis, à titre de directrice générale, tu présides, toi, la direction que tu vas amener la SPCA, concrètement, c'est quoi? Bien, on veut maintenir, puis un de mes rôles, c'est justement de faire connaître les autres volets à la population qui connaît plus le refuge. Donc, et puis, ben, tout ce qui vient avec la direction générale, la gestion, donner les grandes orientations, travailler avec le conseil d'administration aussi. Donc, il y a tout ça. C'est vraiment un rôle de gestion, de représentation, parce que je dois représenter la SPCA souvent dans les médias aussi, et dans divers organismes. Donc, il y a vraiment ça, un rôle de représentation. Puis, encadrer les équipes, travailler avec elles. Donc, au quotidien, tu parlais de 7 jours sur 7, là. Oui. Ouais, c'est à peu près c'est ça. Un peu la même chose. Oui, on a 225 employés environ. Fait que c'est gros, puis c'est ça, c'est beaucoup de travail, mais on a le plaisir et le bonheur d'avoir des animaux sur place. Je peux parfois inviter mon propre chien au bureau, donc c'est le fun. Ça crée toute une autre ambiance. Ça doit être le fun. Puis, depuis ton arrivée à la SPCA, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Ce qui m'a marqué le plus, je dirais l'engagement des équipes. Le nombre de bénévoles, l'engagement des équipes, les gens sont là pour la cause, profondément. Puis c'est vraiment beau à voir, là. Ça me touche beaucoup. Oui, il doit y avoir beaucoup de bénévoles. Tout le monde veut travailler avec les animaux, là. Je veux dire, beaucoup de bénévoles. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de bénévoles. Il y a des familles d'accueil aussi qui accueillent des chats ou des chiens ou d'autres animaux, là, parce qu'il n'y a pas juste les chats et les chiens, hein, il y a des lapins, il y a des rongeurs, il y a de tout. Et puis, les familles d'accueil, ça aussi, les familles le font bénévolement, donc c'est beaucoup de monde mobilisé. Oui, c'est exactement. Puis, comment tu vois l'évolution de la cause animale? Parce que tu as les 2 pieds dans la mission, là, alors, au Québec. Il y a encore du travail à faire, là, sur plusieurs dossiers. On va avoir une campagne qui va sortir bientôt de sensibilisation pour le traitement des animaux de ferme. Donc, ça aussi, c'est un gros dossier. Les gens ne savent pas toujours comment les animaux de ferme sont traités. Puis, je ne dis pas que c'est tout le monde. Hein? Dans certains cas, les animaux sont un peu traités comme des choses, hein, dans le sens où on peut, par exemple... faire l'ablation des queues des petits cochons à froid, des choses comme ça, couper des becs de poules. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui sont, je dirais, à travailler. Puis, ce qu'on veut, c'est juste sensibiliser la population pour que les gens se posent la question d'où provient la viande que je consomme. Et puis, est-ce qu'elle a été avant
de se rendre dans mon assiette, est-ce qu'elle a été bien traitée? Mais est-ce que les élevages, on les sensibilise? Parce que des fois, c'est des pratiques qui datent de génération en génération, fait que ça se veut pas... c'était pas fait par cruauté, mais c'est des façons de faire qui ne devraient plus être. Fait que j'imagine qu'on doit sensibiliser à la source. Exact. Donc, on sensibilise et les pouvoirs politiques et la population, puis on veut que les gens se questionnent sur ça pour faire... on pourra faire un petit close-up, Mathieu, sur Luna, qui m'aide plus durant cette... Donc, on fait ça, on va sensibiliser à la source. On va sensibiliser, je dirais, largement pour que tout le monde se pose ces questions-là, puis qu'on fasse tranquillement changer les choses. Il y a des pays d'Europe qui ont adopté d'autres pratiques, puis on est capable d'avoir des élevages qui sont éthiques, qui prennent soin des animaux, mais qui permettent, par exemple, à un cochon de se retourner dans sa cage, tout comme un minimum. Il y a des choses comme ça qui font en sorte Des fois, j'ai l'impression qu'on part de loin, mais en même temps, c'est comme... On pense que c'est obvious, là, comment je dirais en français, c'est comme évident que... mais non. Non. C'est des choses que la population devrait être informée, effectivement. Oui. Puis vous le faites bien sur votre page Facebook, je la suis. Merci. Fait que ça, c'est un des défis auxquels vous avez à faire face. Donc, mais quel autre défi la SPCA? Là, tu vas me dire, les donateurs, c'est toujours important, mais outre ça... Les organismes, ils existent depuis longtemps parce qu'on existe depuis 1869. C'est la plus vieille, plus J'en ancienne revenais pas quand j'ai vu ça, au Canada. Oui, c'est quand même quelque chose. Donc, ça demande d'évoluer, je dirais, de transformer nos pratiques parce qu'au début, la SPCA est née pour défendre la cruauté envers les chevaux. On ne sait pas ça, mais oui, c'est de là que c'est parti, puis ça s'est transformé au fil du temps, comme tous les organismes qui sont là longtemps. Donc, c'est un défi de toujours évoluer, modifier nos pratiques, puis s'adapter aux besoins du terrain, du milieu. Donc, ça, c'est, je te dirais, un défi. Le financement, si tu demandes à n'importe qui dirige un organisme communautaire ou de bienfaisance, le financement, c'est 70% des revenus de la SPCA qui proviennent du grand public. C'est énorme. C'est énorme. On n'a pas beaucoup de soutien gouvernemental et puis on compte sur les dons du grand public, c'est sûr. Mais avec autant de causes, là, puis ça, c'est un peu... c'est une question qui n'était pas sur mon questionnaire, mais avec autant de causes, comment on fait la SPCA pour tirer son épingle du jeu? Parce qu'il y a la fondation de TI, les femmes, les... Oui. Puis toutes les causes sont nobles, là, je veux dire. Oui, il n'y en a pas une, c'est ça. Ils sont tous sur le même piédestal, à mon avis, mais comme... Oui et non, parce que si tu demandes à quelqu'un c'est quoi les causes qui te touchent profondément ou qui te motivent, les gens, il y en a à peu près 5. Les études disent, 5, peut-être 3 principales, puis 2 autres auxquelles ils seraient prêts à donner. Mais les gens, si leur cause, c'est, je sais pas, les enfants malades ou l'insécurité alimentaire, t'auras beau essayer, ils vont pas s'engager dans une cause qui les touche pas profondément. Fait qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il faut être très, très, je dirais, présent dans la tête et le cœur des gens pour pouvoir continuer à créer cette adhésion-là. Sinon, on s'en sort pas. C'est ça. Il faut pas se faire oublier. Fait qu'on est là sans arrêt sur toutes les plateformes. C'est très bien aussi, vous le faites bien d'ailleurs, ce que j'ai pu observer. Puis pour vraiment l'adoption, ça a dû évoluer au cours des dernières années, mais aujourd'hui, en 2026, l'adoption, c'est-tu plus responsable qu'avant? Est-ce que vous avez vu une évolution positive ou on est pas mal toujours dans les mêmes sujets où il faut travailler la même chose? Je te dirais qu'il y a encore de la sensibilisation à faire, là. C'est certain que les animaux, maintenant au Québec, depuis quelques années, sont plus considérés comme des objets, sont considérés comme des êtres sensibles. Donc, ça a changé. Donc, ils ont des droits, puis ils sont plus protégés. Nos animaux qu'on a dans nos familles, là, un chat, un chien, tous ces animaux-là, on a une meilleure protection. Mais les gens, parfois... c'est pas toujours pour mal faire. Les gens peuvent parfois adopter des comportements ou des pratiques qui sont pas, je dirais, les plus adaptés au bien-être de leur animal. Fait qu'on travaille beaucoup sur la sensibilisation, beaucoup sur l'éducation. Puis, il y a plein d'informations sur notre site web. Si les gens veulent en savoir plus, savoir quoi faire avec
avec un chaton ou un chiot qui arrive à la maison, c'est beaucoup de travail, puis c'est beaucoup d'énergie, mais... Il faut l'éduquer, c'est... Exact. Donc, toutes ces pratiques-là, ben, on essaie on en parle beaucoup au moment de l'adoption, quand les gens viennent nous voir, pour que le choix, je dirais, entre le mode de vie de la famille qui veut adopter et le choix de l'animal soit un bon mariage. Parce que si, par exemple, on a des gens qui sont très, très sédentaires, puis qu'ils veulent adopter un chien qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'activités, ça ne fonctionnera pas. Puis ça ne va pas nous servir à nous parce que les gens vont revenir avec l'animal pour dire ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment créer cette espèce de mariage parfait. Puis des fois, les gens arrivent, ils pensaient adopter tel animal, puis au bout du compte, ils ne repartent pas avec cet animal-là. Ben non, c'est un autre qu'ils ont choisi parce qu'il correspondait mieux à la réalité de la famille. Mais si ça arrive que les gens adoptent, puis je conçois pas ça, mais qui ramène comme un « Ah mon Dieu! » Fait qu'il faut qu'on reparte le... On repart. C'est dur pour l'animal. C'est dur pour nous aussi. Ben oui. Ça nous fait de la peine de voir ça, malgré toutes les précautions. Des fois, les gens, on a beau leur expliquer, ils ont tellement un gros coup de cœur pour un animal qu'ils n'entendent plus c'est tout ce qu'on peut dire. Puis ils se disent « Non, ça va être correct, ça va être correct. » Tu sais, on parlait d'un chiot tantôt. Ben, adopter un jeune chien, ça demande énormément de temps, énormément d'énergie. Puis là, ben, des fois, les gens se rendent compte que, OK, moi, j'ai pas ce temps-là à consacrer. Donc, je travaille, ben, puis je suis pas là 8 heures de temps. Oh my God. Il y a plein d'éléments où le chien adopte des fois des comportements, puis les gens savent pas quoi faire parce que, ben, ils ont pas l'expérience. Fait que nous, on essaie de garder le chien dans la famille, puis de travailler avec les propriétaires, les adoptants plutôt. Puis pas les revoir parce que c'est décevant. Ben non, c'est décevant. T'es triste de les voir partir, mais t'es comme, mais ils sont dans une famille, mais là, ben c'est oui, rien. On veut pas qu'ils reviennent. Je veux pas refaire le cycle, je comprends tellement. Puis dans la cause, il y a des tendances dans la cause animale, et ce segment-là, je trouve important pour faire découvrir aux gens que je pense qu'il y a eu des périodes de temps où il y a eu beaucoup... On a eu la pandémie, il y a sûrement les déménagements qui sont des périodes charnières, le Noël aussi. Mais est-ce que tu observes des tendances dans l'adoption des animaux en 2026? Ça n'a pas beaucoup changé là-dessus. Là, c'est la période la plus tranquille. On s'en va vers la période des déménagements où là, on va avoir beaucoup de chiens et de chats qui vont nous être laissés céder à la SPCA parce que les gens... Malheureusement, puis ça, c'est un des dossiers sur lesquels on travaille, mais il y a beaucoup de propriétaires qui n'acceptent pas d'avoir des animaux dans les logements qu'ils louent. C'est un enjeu. C'est un enjeu. Puis parfois, les gens, là, ils viennent nous ramener un animal sont en pleurs. Là. Ils se disent, moi, je trouve pas de logement, je trouve pas parce qu'il n'y a pas de propriétaire qui accepte que j'arrive avec mon chien ou mon chat, et je suis obligée de le laisser, puis c'est très difficile. Il ne faut pas penser que tout le monde vient abandonner un animal, puis il s'en fout, puis il retourne chez eux. C'est pas toujours le cas. Souvent, les gens sont déchirés. Donc, nous, on travaille sur ça pour faire changer les lois. Fait que ça faut penser aussi qu'un animal, c'est pas un cadeau de Noël. C'est un engagement sur de nombreuses années. Pas penser non plus qu'un enfant va être responsable d'un animal. Un enfant de 4, 5 ans, 6 ans, c'est mignon, un chaton ou un jeune chien, mais c'est une responsabilité importante. Ça a des soins, ça a besoin d'attention. Ça. Ben oui. Donc, il y a tout ça à réfléchir, mais je pense que les tendances sont encore les mêmes. Puis à la SPCA, vous recevez toutes sortes d'animaux, comme tu le mentionnais tantôt. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont plus difficiles à adopter? Chat, chien, ça va bien. Lapin, il reste un petit peu plus longtemps, comme à peu près, je dirais, entre 25-30 jours pour un lapin. Okay. Sinon, un chat, un chien, là, c'est moins de 2 semaines. Puis sinon... évidemment, on a des fois on a eu des poules il y a quelques semaines. Finalement, elles ne sont pas restées trop longtemps. Je me disais, on est à Montréal, qui va vouloir avoir des poules? Mais non, on a trouvé, les poules ont été adoptées. En fait, c'était 2 poules qui ne venaient pas du même milieu. Puis on a essayé de voir si elles avaient bien ensemble, sont devenues amies. C'est drôle. Ça a super bien fonctionné. Sinon... on a de tout, hein, des rongeurs, des cochons d'Inde, des fois des reptiles.
des animaux de la faune aussi. Okay. Donc ça, les animaux de la faune ne sont pas adoptés par, je veux dire, un écureuil ou un raton laveur. Là. Non, on travaille avec des sanctuaires, puis après, on peut les remettre dans la nature. Mais c'est ça, c'est quand même... Ça va bien à ce niveau-là. Parce que les gens, je trouve ça quand même... Tu sais, comme tu as un premier animal, puis tu as le réflexe à la SPCA, je trouve ça quand même impressionnant parce qu'on dirait que moi, mais là c'est parce qu'on se connaît puis que j'ai passé beaucoup de temps à étudier la SPCA les derniers jours, mais j'aurais pas eu le premier réflexe. Mes parents n'auraient pas eu le premier réflexe à l'époque quand ils ont acheté notre premier chien qui venait sûrement de l'animalerie du coin qu'on ne fait plus maintenant. Là. Je pense qu'ils n'en vendent plus dans les animaleries. On fait plus ça à Montréal, c'est interdit la vente d'animaux, des chiens et chats dans les animaleries. OK, parfait. Fait que c'est dans le fond, aujourd'hui... il est plus les gens ont le réflexe à les adopter à la SPCA. Oui. C'est quand même, ça veut dire qu'il y a un travail de longue haleine qui a été fait. Oui, puis tu sais, c'est offrir une deuxième chance à un animal. Donc, moi, je pense que c'est le plus beau réflexe qu'on peut avoir. Puis ça donne une nouvelle vie. Puis on n'est pas obligé d'avoir toujours des jeunes chiens. Il faut penser aussi aux chats. Quand on a un animal qui a 1 an, 2 ans, ben tout le travail le plus compliqué est déjà fait, tu sais, donc plus besoin de leur apprendre à être propre, plus besoin de, tu sais, tout ça et marcher en laisse, ben c'est déjà fait, donc on sauve un peu d'effort, mais on reçoit beaucoup en retour. Puis quels sont les mythes, tu penses, qui sont le plus répandus face à l'adoption? Eh mon Dieu, ça c'est toute une question, les mythes face à l'adoption. Moi, j'aurais l'impression. T'en as-tu un? Moi, pour partir, parce que j'aurais eu l'impression que ce sont les chiens les plus difficiles qui sont rendus à la SPCA, voire les plus, en guillemets, je pense aux chiens parce que moi, j'aurais adopté un chien, là, mais les plus difficiles qui ont un caractère à casser ou à mettre plus de temps ou qui ont vécu des situations. Qui sont apeurés pour telle raison. Il y en a des chiens ou des chats qui ont je dirais, des besoins particuliers ou qui ont certains enjeux. Ça demande des adoptants avec plus d'expérience. Mais c'est pas toujours le cas. On parlait de la crise du logement puis la difficulté de pouvoir se trouver un logement. Ben, ça peut être des chiens de famille qui étaient déjà des bons chiens ou des chats qui sont socialisés, habitués d'être avec des enfants. Vraiment, on trouve toutes sortes de types puis de personnalités, si je peux le dire comme ça, d'animaux. Puis c'est pas nécessairement parce qu'ils ont des comportements difficiles qu'ils se retrouvent chez nous. Donc, il faut venir voir puis découvrir. Puis, tu sais, ce qu'on fait, on en place beaucoup en famille d'accueil, parce qu'au refuge, on a un certain, je dirais, un espace pour accueillir un certain nombre d'animaux, mais on aime ça les envoyer dans les familles d'accueil parce qu'ils vivent avec des humains, ils apprennent toutes sortes de choses qu'ils n'ont peut-être pas appris auparavant, puis ça les rend très sociables, ça les rend aussi habitués peut-être avec des enfants ou sans, mais à une vie plus normale qu'une vie de refuge. Donc, on ne souhaite pas les garder très longtemps au refuge. Parce que je suis beaucoup de pages sur les SPA, exactement. Puis, moi, ce qui m'attriste le plus, c'est quand je vois un post, là, c'est lui, puis je vois qu'il y a un chien qui est rendu à la SPCA ou dans un autre centre comme ça, où il y a 11 ans, 10 ans. Et ça m'attriste, là. Puis ça arrive souvent quand, malheureusement, la personne âgée décède. Puis là, ben, le reste de la famille n'a pas nécessairement la possibilité de prendre l'animal. Puis on a des chiens plus âgés qui se retrouvent... ça me fait de la peine aussi, mais ce sont tellement des bons chiens puis des bons chats qui ont encore, tu sais, un petit bout de vie. Toi, tu dois être bonne de ne pas revenir avec 2 chiens chaque jour chez vous, 2 chats. C'est difficile, je peux te dire. Il y a quelques semaines, 2 semaines, on a eu des chiots magnifiques. Puis j'ai dit, je peux-tu en prendre un dans mon bureau, quelques minutes? Un petit chien avec les yeux bleus comme le ciel. Il était tellement beau, mais écoute, je pense qu'on reste 2 jours au refuge. Ils ont été tous adoptés. Tant mieux, ça. 2 jours, c'est très rapide. Mais les chiots, les gens... mais oui, c'est ça qui... Écoute, puis il était très craquant. C'est vraiment super. Ça part bien dans ce temps-là. Le dossier des animaux sauvages, parce que là, on en a entendu beaucoup parler les derniers temps. Il y a eu des reportages à Radio-Canada sur les zoos un peu clandestins, qui ont des pratiques... je dirais négligeable. Toi, la SPCA, quand vous voyez ça, vous faites des sorties, là, j'ai vu. Comment on fait pour sensibiliser encore plus la population à
peut-être pas aller là, à peut-être aussi la situation doit être pour la personne qui visite le zoo, être sensibilisée à la situation de c'est peu qu'il y a des pratiques illégales aussi. Ouais. Ben je ne ferai pas nécessairement référence à un dossier précis, mais de façon générale, le traitement des animaux en captivité, les animaux surtout, je veux dire, exotiques, là, qui ne proviennent pas d'ici. Mais comment ils se rendent ici? Comment on reçoit une girafe, un tigre? Je comprends pas. Mais il y a toutes sortes de réseaux. Okay. Donc, ces animaux-là sont passés par toutes sortes de réseaux pour arriver ici d'ailleurs. Là, fait que, dans certains cas, ce sont des réseaux illégaux. Puis, en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est le bien-être de ces animaux-là. Donc, dans certains cas, les animaux sont parfois dans des conditions de vie qui ne sont pas adéquates. Là, on peut parler de maltraitance ou de cruauté. Et là, ben, nous, on peut intervenir avec notre bureau des enquêtes quand il s'agit de cruauté animale. Des fois, c'est des signalements qui nous sont faits. Ça peut être quelqu'un qui constate certaines pratiques, soit qui ont été déjà employés de ces endroits-là, puis qui font appel à nous, ou des gens qui visitent puis qui se questionnent, puis on peut éventuellement intervenir dans des cas de cruauté animale. Parce que on en entend beaucoup parler sur le territoire québécois. Là. Je ne parlerai pas aux Canadiens, mais québécois. Puis je me dis, est-ce que c'est parce que nos lois ne sont pas assez régies qu'on a un petit peu trop de latitude pour les propriétaires? Il y a eu des changements législatifs qui ont permis peut-être une petite éclosion, ou je dirais qui ont assoupli les règles, qui ont fait en sorte que des gens se sont un peu improvisés zoologistes, là, c'est quand même un métier, puis il y en a qui le font très bien. Si on pense à des institutions comme le Biodôme ou des trucs comme ça, ben là, on a des spécialistes en place. Fait qu'il faut faire attention aussi, même nous comme consommateurs, d'encourager, je dirais, des institutions qui ne sont pas toujours encadrées comme il devrait l'être. C'est un métier, là. On ne peut pas s'improviser zoologiste comme ça. C'est des sujets polarisants. Puis on a eu beaucoup d'icônes, là, dont Brigitte Bardot, qui est récemment décédée, mais Brigitte Bardot, Pamela Anderson. Il y a aussi eu des mouvements, là, que je me rappelle, j'étais à l'université, puis j'avais vu ça de mes yeux sur la rue Maisonneuve, je pense, PETA, qui avait fait un scandale avec la fourrure, mais la SPCA, parce que vous n'êtes pas dans le mouvement polarisant, là, vous êtes plus dans la sensibilisation, puis on le comprend, mais on se positionne où quand des mouvements comme ça apparaissent de nulle part, puis font scandale, là, finalement? Oui. Bien, il y en a qui fonctionnent, je dirais, plus avec des grands éclats. PETA, c'en est une organisation qui... je pense que... Pour en avoir vu un, je te dis, c'est assez effroyable. Tu veux pas vivre ça. C'est troublant, puis c'est fait pour choquer puis susciter une réaction. Donc, nous, on n'est pas dans ça. On est plutôt dans, comme tu le dis, la sensibilisation. Puis on est plus, je dirais, on a une approche plus douce. On veut faire comprendre aux gens qu'il y a des changements à apporter, mais pour de bon. On veut pas juste faire un coup d'éclat. Puis je dis pas que c'est pas correct, que ce qu'ils font, c'est une autre approche que nous. Mais nous, on essaie de faire changer des choses, faire avancer des dossiers. On demande parfois aux gens de venir signer des pétitions, des lettres d'appui, dans certains cas, pour nous aider à faire de la représentation. Fait que c'est plus de cette façon-là qu'on fonctionne. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des comportements qui te surprennent? Chez les humains? Oui. Oui, mon Dieu. Ben moi, je peux pas comprendre qu'on fasse du mal à un animal. On dirait que ça... Tu sais, on a un petit chien couché là, à côté de nous. Ils sont tellement sans défense, ils nous aiment de façon inconditionnelle. Peu importe comment on est, là, tu sais, ils sont toujours là pour nous. Puis d'avoir des gens qui profitent de leur vulnérabilité pour les maltraiter, ça, je peux pas, là. Il y en a un dossier dernièrement, il y a un chien qui s'est fait tirer dessus. Il est venu après, il est arrivé chez nous. Écoute, j'en avais les larmes aux yeux parce que ce chien-là, il était encore, je dirais, confiant envers les humains, puis on pouvait le caresser, puis tu voyais qu'il voulait venir vers nous, puis c'était beau à voir, puis je me disais... Ils croient encore, tu sais. Mais ils ont une grande résilience. En tout cas, les chiens, je trouve, les animaux... Moi, je les trouve incroyables. Donc, ça, c'est... Je peux pas admettre ce comportement-là.
Je le comprends pas. Moi pour une peut-être touche plus drôle, moi je comprends pas les gens qui achètent des perroquets. Qui vont vivre plus longtemps que le propriétaire. Oui, ça vit longtemps, hein? Oui, tu vas l'amener où le perroquet? Moi, ça me surprend à chaque fois. Premièrement, il vient d'où? Deuxièmement, pourquoi? Ouais. Ben, tu sais, moi, là, si je te dis ça plus personnellement, là, pas à titre de DG de la SPCA, mais pour moi, les oiseaux, on dirait que j'aimerais ça qu'ils vivent. Tu sais, ils sont faits pour voler. C'est ça, rester dans votre milieu. Puis là, je prends pas position, là, tu sais, c'est pas ça. Mais moi, un oiseau... C'est parce qu'il faut penser après, quand toi, t'es plus là, oui, il faut le léguer à quelqu'un dans ton testament. Quelqu'un s'en occupe, puis ils sont tellement brillants, tellement intelligents. C'est comme un cerveau d'un enfant de 4 ans. Oui. Fait que c'est comme... tu peux pas le laisser à lui-même non plus. Non. Puis il s'attache aussi, là, tu sais. Sur Very-moi, Sylvie, on a une boîte vocale. Et puis, on a reçu une question. Je vais te faire entendre et j'aimerais savoir ton point de vue. Ça parle plutôt de mon domaine, d'ailleurs, plutôt des réseaux sociaux. Alors, je te laisse entendre ceci. Okay. Comment est-ce que les réseaux sociaux vous affectent? Ou en tout cas, comment est-ce que vous les utilisez au niveau adoption? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous nuit? Est-ce que... donc, comment est-ce que les réseaux sociaux vous aident ou non à ce que les animaux soient adoptés plus facilement? Merci. Bonne journée. Finalement, pour une meilleure visibilité des animaux. Oui. Bon. Écoute, c'est une bonne question. Les réseaux sociaux, on les utilise énormément parce qu'on pense que c'est une bonne façon de rejoindre les gens. On est très, très, très présent sur les réseaux sociaux. Ça nous aide pour faire adopter des animaux parce qu'on peut raconter leur histoire. Donc, une photo, c'est une chose, mais tu sais, on peut ajouter un petit bout d'où ils viennent, c'est quoi leur nom, puis des petits comportements, puis on fait des fois des petites vidéos aussi, on raconte des histoires, tu sais, c'est ton domaine, c'est du storytelling. Exactement. Et puis, ça nous permet de rendre ces animaux-là plus... je dirais, plus vrais, pas juste avec une image, puis on raconte leur histoire, ça fait en sorte que les gens s'attachent plus, puis ils viennent chez nous pour en découvrir un peu plus, puis voir si c'est un bon mariage avec leur famille. Donc, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide aussi, évidemment, sur la levée de fonds, parce que, comme je le disais, c'est 70% de nos revenus qui viennent du don du grand public. Donc, il faut parler à nos donateurs. Donc, les réseaux sociaux sont aussi utilisés pour ça. Puis, là, j'élargis ma réponse. On ne parle pas juste d'adoption, mais on parle aussi, par exemple, de sensibilisation. Oui. On l'utilise aussi pour faire la sensibilisation sur différents sujets, peut-être plus de représentation politique. Donc, on utilise les réseaux sociaux énormément pour ça. Pour partager l'information aussi. Puis, est-ce qu'il y a des événements... Oui, Luna. Est-ce qu'il y a des événements que la SPCA, annuellement, on peut participer? Oui. En tant que donateur, ou... je sais que le don récurrent, mais à part, est-ce qu'il y a des événements... Tu aimerais nous partager qui s'en viennent? Il y en a un qui s'en vient. Là, je suis pas bonne. Il va falloir aller sur le site web pour les dates. La spca.ca? spca.com. Puis on a une course, la course Sun Life, où on va pouvoir courir avec nos chiens. Ah! Ça va être très mais fun. Luna, t'es trop bien pour courir. On peut marcher aussi. OK, on peut marcher, c'est bon. On peut marcher, puis il y a différentes distances. Donc ça, c'est une façon ludique de participer. Ah, c'est tellement une bonne idée. Puis là, moi, je me suis dit, c'est le moment de me remettre en forme. Je vais le faire avec ma petite Charlie Rose. Et puis, il y a d'autres événements, mais je dirais que... souvent, les gens soutiennent nos campagnes. Parfois, elles sont liées je dirais, à l'accueil de certains animaux. Là, on a eu des lapins de laboratoire qu'on a accueillis. Puis on fait une petite campagne. Ouais. On a eu des chats et lapins, oui. On fait une campagne pour le soutien de l'accueil de ces animaux-là. Donc, en allant sur nos réseaux, vous allez voir, il se passe plein de choses à la SPCA. Bonne réponse. Et pour terminer l'entrevue, à Very-moi, on a toujours un questionnaire éclair pour en savoir un peu plus sur toi. Ça va être assez rapide, ça se veut rigolo. Donc, Sylvie, chien ou chat? Oh, chien. Excusez, j'aime les chats aussi, là, mais je suis allergique, puis j'ai 2 chiens. Bon, ça dit tout. L'animal le plus attachant que tu as rencontré? Oh, mes chiens. Un animal qui te fait peur? Je suis pas très... tu sais, tarentule, reptile, là, pas Qu'est-ce qui reste dans la nature? Oui, ils sont mieux loin de moi. Le moment le plus touchant que tu as vécu à date à la SPCA, est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête? Je dirais le chien qu'on a accueilli, dont je parlais tantôt, qui s'était fait tirer dessus. Oui, ça, j'ai trouvé ça très, très beau, qu'il soit encore confiant en lui-même.
l'animal le plus surprenant que la SPCA a reçu? Il y a tellement toutes sortes de... Je dirais de mon temps qui est récent, les poules, c'est un bon exemple. Qu'est-ce qu'on a eu dernièrement? On a des tortues parfois. Tortues, ça c'est assez surprenant. Des petites ou plus grandes. Okay. Puis là, on a eu des poissons qui ont... fait que oui, ça dur peut être toutes sortes d'animaux comme ça qui sont... Un mot qui résume ton engagement envers les animaux. J'ai comme 2 mots qui me viennent en tête. Genre, amour inconditionnel. C'est ça que je pensais moi aussi. J'étais comme ça, elle me dit pas, je vais le dire, c'est sûr que c'est ça. Et ton conseil numéro 1 pour quelqu'un qui pense à adopter? La patience. La patience. Parce que les animaux, ils apprennent de nos comportements. Ça prend un certain temps quand ils quittent un refuge pour qu'ils deviennent vraiment eux-mêmes. Parce que en refuge, ils sont pas eux-mêmes. Ils sont plus stressés, ils sont inquiets, ils comprennent pas trop. Fait qu'il faut leur laisser du temps quand on les accueille chez nous. Un bon 3 jours pour qu'ils se déposent. C'est le 3-3-3. 3 jours pour qu'ils se déposent. 3 semaines qu'ils commencent à comprendre un petit peu comment ça va se passer dans cette famille-là. Puis 3 mois pour qu'ils se sentent vraiment chez eux. Puis que là, ils comprennent notre routine. Famille, c'est la famille. Parce qu'ils ont parfois vécu des abandons. Donc, je dirais, ça serait ça ma réponse. Moi, j'aurais un service à suggérer à la SPCA, pour finir. J'ai vu ça sur les réseaux. Ça s'appelle le Toutoubus. OK. Et ça, c'est une run d'autobus qui vient récupérer les chiens pour aller à la garderie des chiens. Ah! Puis les chiens, je te dis, Sylvie, c'est comme dans un film. Ils voient l'autobus arriver. Il court à rentrer dans l'autobus, il sait sa place. Wow. Puis tu vois dans l'autobus que tous les chiens sont assis sur leur banc. Puis ils partent dans la garderie, puis à la fin de la journée, quand les gens reviennent, ils reviennent comme les enfants. Ah bon, mais c'est bien drôle ça. Moi, je serais vraiment volontaire. Mais moi aussi, j'envisagerais pour mes propres chiens. Ça serait le fun. Merci Sylvie d'être passée sur notre podcast. C'est vraiment agréable. Puis on en a appris plus sur la SPCA. Et puis si vous en savez avoir davantage comment devenir bénévole, on se rend sur le site spca.com. Super. Alors, pour un prochain épisode sur Very Moi, sinon, laissez-nous vos commentaires au 877 Very Moi. À la prochaine. Hey, merci Sylvie d'être passée. Wow. Hey, ça s'est bien passé.